La tension monte dans 24 heures. Eh bien, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale. Est-ce qu'il pourrait suspendre la réforme des retraites? Ça serait un événement évidemment considérable. Et alors dans ce cas-là, que dirait la droite? Et d'ailleurs cette droite, qui est-ce qui en est le leader? Qui est-ce qui en est le chef? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez, le président du groupe à l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont on parle beaucoup? Et puis il y en a un dont on parle un peu moins depuis pas mal de temps, c'est Gabriel Attal, qui ressurgit quand même à la faveur des différends qui nous opposent à l'Algérie, et Gabriel Attal qui demande la suspension de l'accord de 1968. Vous êtes sur le Figaro TV et vous êtes dans le club Le Figaro Politique. Avec Guillaume Tabar, chroniqueur quotidien au Figaro, mais aussi à Radio Classique. Il faut l'écouter tous les matins. À quelle heure ? 8h12. 8h12. Marie Viseau, qui fait évidemment les beaux jours du Figaro Économie et qui aussi nous fait des émissions pour le Big Bang régulièrement au Figaro. Paul Lobaché, grand spécialiste du Rassemblement national. Merci Paul, du service politique. Et Arnaud Benedetti, merci Arnaud d'être parmi nous, politologue, mais aussi animateur du comité de soutien de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui est retenu aujourd'hui en Algérie et pour lequel vous organisez plusieurs manifestations. Il y en a une ce soir, non ? Non, il y en a une le 21 à la mairie du 17e et il y en a une le 16 février à l'Institut du monde arabe. C'est ouvert à tout le monde ? Ouvert à tout le monde. Alors, soyez nombreux. Sur inscription. Hein. Sur inscription. Oui, forcément. Inscription sur Internet ? Oui, sur Internet. Sur quel site ? Le site de la revue politique et parlementaire. Alors, le site de la revue politique et parlementaire, qui est celle d'Arnaud Benedetti. Alors, suspension, pas suspension ? Guillaume. Écoutez, en tout cas, François Bayrou, on a la tentation, oui. Parce que l'équation, elle est simple, c'est comment faire pour éviter que les socialistes, au moins, en tout cas une partie de la gauche, le censurent, donc lui évite de subir le même sort que Michel Barnier il y a à peine plus d'un mois. Mais ensuite, la question qui vient tout de suite après, c'est éviter la censure, très bien, mais à quel prix ? Et on voit bien que la gauche qui a compris, puisque le gouvernement a fait un choix tactique qui est de dire, bon, j'oublie totalement le Rassemblement national, je n'en parle pas, enfin, je les reçois par politesse, mais je n'écoute rien de leurs demandes. Je me tourne vers la gauche. La gauche a bien compris que si on se tourne vers elle, elle tenait les moyens de faire danser un peu le gouvernement et de faire monter les enchères autant qu'elle le souhaitait. Et il se trouve que la gauche, le PS, les écologistes, les communistes, font effectivement monter les enchères de manière très très élevée sur la réforme des retraites, en demandant son abrogation ou sa suspension, ou en tout cas sa réécriture. Mais on voit bien que dans les heures qui nous précèdent du moment décisif où François Bayrou doit rendre son verdict, la gauche tient les choses, met la barre toujours très, très haut. Ouais. Et le paradoxe dans cette affaire-là, c'est que François Bayrou s'apprête à lâcher, parce que c'est quand même ça qui est en jeu, s'apprête à lâcher sur une réforme qui était destinée à faire des économies sur le financement des retraites, tout ça pour permettre le vote d'un budget qui devait commencer à faire baisser les déficits. En clair, je suis prêt à creuser de manière forte les déficits pour espérer les réduire un tout petit peu. Alors justement, Marie, on va discuter des termes après, parce qu'on connaît François Bayrou, pardon de cette expression, c'est un grand boulanger aussi, hein, donc... c'est vous qui le dites. Oui. Non mais c'est quoi la conséquence si on suspend ? Alors, en fait, ce qui se joue, pour reprendre un peu ce que dit Guillaume, mais vraiment poser l'histoire. En fait, on est dans un grand marchandage, c'est pas que la réforme des retraites qui se joue, oui. C'est le vote du projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de la France pour 2025. Aujourd'hui, la France, elle n'a pas de budget. C'est là-dessus qu'est tombée la censure la dernière fois. Donc on est dans un grand marchandage, comme le disait avec la gauche, pour éviter la censure du PLF. Et donc, ce marchandage va sur les retraites. Comme disait Guillaume toujours, ils vont loin. Ils vont loin dans ce marchandage. Fondamentalement, Bayrou, il n'a pas complètement envie de supprimer cette réforme. Hein. On a suffisamment dit que Bayrou avait fait une partie de sa carrière... Alors, c'est là où on joue sur les mots. Suspendre, c'est supprimer. Alors, suspendre, supprimer... Alors, Bayrou, il ne veut pas creuser la dette. Alors, même si on est le chantre des finances publiques, quand on est au pouvoir, c'est toujours plus compliqué de faire les économies que quand on n'y est pas.
Qu'est-ce que ça veut dire suspendre ? Effectivement, et c'est là que je reviens à votre question, la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on suspend ? Est-ce qu'on suspend uniquement la borne d'âge, qui semble être le symbole que 64 ans, que la gauche veut supprimer ? Mais qu'est-ce qu'on fait de tout le reste ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se souvient bien qu'à l'époque, pour faire passer ces 64 ans, on avait donné autre chose en contrepartie dans la réforme des retraites ? Les petites retraites, les carrières longues, le travail pénible. On avait donné autre chose dans cette réforme. Qu'est-ce qu'on fait ? On suspend ça aussi ? Et puis si on décide de suspendre uniquement les 64 ans, on ne revient pas sur quelque chose qu'on a si suspendu. on suspend la réforme, on suspend tous les C'est là où on joue sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire suspendre la réforme des retraites ? Est-ce qu'on suspend la borne d'âge, ce qui vraisemblablement est le scénario le plus probable si on devait aboutir à une suspension. Et puis les économies faites par cette réforme, les 15 milliards, ça veut dire qu'il faut trouver, et c'est un peu le langage de la droite là pour le coup, il faut trouver des solutions de financement à la hauteur des économies à terme provoquées par cette réforme. On le redit régulièrement. C'est combien ? C'est 15 milliards à terme. Mais alors que le régime des retraites était à peu près à l'équilibre jusqu'à présent, maintenant, le Conseil d'orientation des retraites, qui fait référence en la matière, il dit c'est un déficit à 14 milliards à horizon 2030. Donc, attention, on met les warnings. Et puis, le président du corps, et j'en finis avec ça, qui est Gilles Berset, qui est une sommité, grand économiste reconnu, il dit il ne faut pas raisonner uniquement en financier quand on parle de cette réforme des retraites. Ça allonge l'ouverture des droits, ça augmente le taux d'emploi, donc ça augmente le potentiel de croissance de la France, cette réforme des retraites. Donc les rentrées fiscales, donc tout ce cercle vertueux qui est bon pour l'économie. Donc là, on est sur un débat politique qui finalement a beaucoup de conséquences. Économiques. Alors, Arnaud Benedetti, question centrale. Peut-on suspendre sans suspendre ? Et je pense que François Bayrou aimerait bien, en l'occurrence, mais ça va être... Non, mais il est capable de faire ça, lui, non ? Oui, mais enfin, après, il faut qu'il soit crédible vis-à-vis de ceux auprès desquels il s'engage, c'est-à-dire la gauche. En fait, il y a deux sujets, vous avez deux enjeux. Vous avez l'enjeu, en effet, de la maîtrise des dépenses publiques, de nos déficits, et puis vous avez l'enjeu politique qui est celui de la stabilité politique et finalement de la stabilité de nos institutions. Et il faut que le Premier ministre, qui se retrouve dans une situation qui est à peu près équivalente, et qui est même équivalente au millimètre près à celle de Michel Barnier, arbitre entre ces deux enjeux. Et il sait très bien que s'il n'envoie pas des signaux, au moins à une de ses oppositions, soit sur sa droite, soit sur sa gauche, il risque de se retrouver très vite dans la situation qui a été particulièrement inconfortable de celle de Michel Barnier. Donc il a décidé, vous l'avez très justement dit, pour l'instant, de s'affranchir plutôt du Rassemblement national, et il essaye de faire ce qu'il avait déjà essayé de faire au moment de la formation du gouvernement, et ce qu'avait d'ailleurs essayé de faire dans une moindre mesure Michel Barnier, c'est de fracturer le nouveau Front populaire. Donc pour fracturer... De décrocher PS... de décrocher notamment les sociaux-démocrates, le PS, éventuellement les Verts, ce sera peut-être un peu plus difficile, éventuellement les communistes, au moins pour un temps, pour s'assurer d'une neutralité qui lui permette au moins de pouvoir faire voter son budget. Alors, il y a quand même, la France a un budget. Dire que la France n'a pas de budget. Elle a un budget, mais elle a un budget qui, évidemment, ne répond pas à la situation qui est la situation budgétaire de la France depuis, finalement, la mi-2024. On reprend techniquement le budget de l'année dernière. Donc non adapté à la situation. Voilà, il n'est pas du tout adapté à la situation. Donc là, en fait, il va falloir avoir un budget qui soit adapté à la situation. Après, la question est de savoir quels sont les points d'impact que ça peut avoir, je veux dire, sur le plan politique. D'abord auprès du président de la République. Parce que quand même, le président de la République a fait de la réforme des retraites... C'est l'auteur de la réforme. J'allais dire presque la mère de toutes ces réformes, au moins en début de quinquennat. Et c'est la seule de son deuxième mandat. Et d'ailleurs, c'est la seule de son deuxième mandat qui a un peu marqué les esprits. Et on sait très bien qu'il aurait, en tout cas, si l'on en croit ce qui se dit, mis un certain nombre déjà de lignes rouges, notamment quant au financement nécessaire qu'impliquerait cette suspension. Vous savez, on dit qu'il faudrait, je crois, 15 milliards d'euros, c'est ce que j'ai compris, les économistes seront certainement plus à l'aise pour le dire à ma place. Donc, il dit, il ne faut pas taxer les entreprises, il ne faut pas taxer les hauts revenus, donc vous voyez que vous avez déjà des lignes rouges. Et ensuite, l'impact que ça va avoir au sein de la coalition gouvernementale aujourd'hui, qui est une coalition, faut-il le rappeler, minoritaire sous la Ve République, et avec un double sujet. Un sujet à l'intérieur, en effet, du bloc macroniste,
comment vont réagir un certain nombre de parlementaires macronistes qui se sont battus pendant 1 an pour défendre cette réforme et à qui on dit aujourd'hui, attendez, on est en train si ce n'est de la détricoter, mais au moins en tout cas de la suspendre, et comment va réagir surtout l'allié, et le principal allié de cette coalition gouvernementale que sont les LR. Et d'ailleurs, on voit qu'actuellement, au niveau de LR, il y a un débat qui est en train de s'instaurer, plus qu'un débat d'ailleurs. Alors, justement, on parle, les uns les autres ont parlé du Rassemblement national. Lui, il va se tenir tranquille, il va... Alors, le RN est un peu dans une situation compliquée en ce moment parce que sa principale chef est occupée ailleurs, a enterré 2 fois son père, samedi dernier à Trinité-sur-Mer et jeudi prochain à Paris. Donc c'est un peu un groupe sans tête qui est face à la DPG qui va arriver et qui a commencé un peu à négocier avec Lombard et Amélie de Montchalin, qui est aussi de discussion parce qu'elle est ministre des Comptes publics. Mais eux, ils ont une vision assez claire et simple de la situation. Ils pensent que le gouvernement n'arrivera jamais à décrocher le PS du bloc NFP pour une seule et simple raison. Tant qu'il n'y a pas la proportionnelle, le PS est soumis à la puissance de LFI dans les circuits de gauche. Et c'est pas quelque chose qui peut sortir demain, ça ? Ça peut être... En tout cas, ils ont l'impression que Bayrou est évidemment plus favorable que Barnier à la proportionnelle. C'est un sujet de discussion entre lui et Marine Le Pen assez fréquent. Elle-même est très favorable à la proportionnelle. Après, il faut savoir quelle proportionnelle. Peut-être qu'il peut en parler demain. Et que ça peut être une voie d'ouverture aussi pour les socialistes de se libérer de LFI et donc de faire un pas vers le gouvernement pour une stabilité temporaire en réalité. Parce qu'on parle d'une stabilité temporaire. Tout le monde attend la prochaine dissolution. Donc ce qu'il faut, dans la tête de tous les dirigeants politiques, c'est d'avoir quelque chose de, peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs, quelque chose de stable, jusqu'à ce que Emmanuel Macron décide de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pour provoquer de nouvelles élections législatives. Mais le ORN, ils estiment que tant qu'il n'y a pas la proportionnelle sur la table, incidemment, il ne peut pas y avoir d'émancipation du PS, et donc pas d'accord avec le PS de non-censure. Alors, il y a peut-être une solution. Enfin, pas une solution, mais un scénario qui pourrait être le suivant. C'est-à-dire que demain, le PS, finalement, s'abstienne. Pas de motion de censure. Donc, la motion de censure interviendrait que jeudi. Jeudi, ils s'abstiennent. Mais que pour le budget, compte tenu, il y aura 4 semaines qui nous séparera du vote du budget, ils disent le compte n'y est pas finalement. Les promesses que nous avait faites dans son discours le Premier ministre sont pas tenues. Là, on vote la censure. C'est possible ça, non ? Alors, j'en doute un peu, mais en tout cas, vous avez raison de souligner que dans le déroulement de la vie parlementaire... Il y a 2 séquences là. Je dirais même il y a 3 séquences. 3 séquences. On l'a oublié, mais Michel Barnier, il n'est pas tombé sur le budget, il est tombé sur le budget de la sécurité sociale. C'était la surprise du RN de choisir de censurer dès le PLFSS et non pas dès le PLF, qui c'est le budget général. Donc il y a un premier moment qui est la censure post-déclaration de politique générale, il y a le vote du budget et il y a le vote du budget de la Sécu. Ce sont 3 moments d'incertitude. Et finalement, si Michel Barnier n'avait pas donné satisfaction au RN sur ses dernières demandes, c'est que Barnier s'est dit, si je leur donne tout ça sur le PLFSS, rien ne dit que dans 15 jours ou un mois, je ne sais plus quels étaient les délais chronologiques, ils ne nous plantent pas sur le budget. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, il faut voir ces 3 séquences. Ensuite, le vote le plus politique, c'est quand même celui sur la motion de censure de jeudi. Parce que clairement, il y a un choix. Ce serait en tout cas paradoxal de la part du PS d'obtenir quelque chose de fort. Il avait demandé des concessions spectaculaires. S'il y a une concession forte sur le retraite, a fortiori sur la borne d'âge, ce serait pour le moins spectaculaire. Il ne serait pas très, j'allais dire, courtois de la part du PS ou même des Verts et des communistes de le censurer, à ce moment-là. Bon. Et connaissant tout cela, le choix qui est fait, en tout cas dans les discussions qui ont eu lieu depuis la fin de la semaine dernière, c'est que François Bayrou s'engagerait dès mardi sur ce qu'il va proposer. Parce qu'il y aurait un autre scénario qui disent, c'est que demain, ils disent, bon voilà, on va aborder la question des retraites, mais qu'ils ne mettent pas encore tout sur la table en renvoyant la discussion elle-même du budget ou du budget de la Sécu. Il semblerait quand même que ce soit dès le discours de demain que François Bayrou rende de manière claire, en tout cas précise, ses arbitrages. Donc, le vote sur la motion de censure devrait être
indexé sur les annonces formelles de François Bayrou. Oui, parce qu'il y a le sujet des retraites, Marie, mais il n'y a pas que le sujet des retraites. Il y a le problème fiscal, notamment est-ce qu'il va revenir avec l'impôt sur la fortune, sur les biens mobiliers, est-ce qu'il va taxer les entreprises qui gagnent, qui ont des hauts revenus, et puis il y a aussi d'autres mesures relatives à la fonction publique, enfin je sais pas. Effectivement, il y a encore tout un tas de sujets qui sont en discussion et qui vont, entre guillemets, poser problème à un moment. Finalement, dans les grandes lignes, on reprend, donc on part du texte laissé par le précédent gouvernement. Donc c'est le texte qui est au Sénat. Tout à fait, il revient et qui va être discuté d'ailleurs à partir de jeudi ou vendredi. Tout à fait. Et donc, mercredi même, je crois. On reprend cette taxation sur les hauts revenus. Elle sera là, on l'amendera dans un sens ou dans un autre. On reprend, ils vont trouver un moyen de réintégrer une taxe sur les grandes entreprises. Il y en a une qui ne devrait pas passer les fourches codines, c'est la taxation sur les transactions financières. Bon. Mais finalement, ils sont assez contraints. Alors, ils vont travailler sur ce texte, mais c'est la règle de l'entonnoir. C'est un truc un peu technique qui veut la règle de l'entonnoir, c'est que on part du texte et des mesures qui figurent dans le texte et on les retravaille. On n'introduit rien de nouveau. On n'a pas le droit. C'est le cas là. Là, on est dans la règle de l'entonnoir. Donc, il y a eu des tas de propositions d'introduire des mesures nouvelles. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, on va travailler sur le texte existant et ça va tirailler dans un sens, dans un autre. La gauche va vouloir davantage sur les grandes entreprises. Tout ça va continuer à être discuté. Le gouvernement n'est pas complètement prêt à lâcher sur tout. Alors, et c'est là où il va lui falloir être un petit peu malin, comme la dernière fois, en espérant que ça n'ait pas la même issue. Une fois que le texte est fini au Sénat, commission mixte paritaire, et après le texte revient à l'Assemblée nationale ? Alors, le texte revient à l'Assemblée nationale en dernier ressort. Dernier ressort. Voilà. D'accord. On est en pleine 4e République, là, Arnaud Benedetti. Oui, alors on est, oui et non. Donc on n'a pas besoin de mettre la proportionnelle. Oui, tout à fait. En l'occurrence, l'Assemblée n'a jamais été aussi représentative, d'ailleurs, depuis 2022, et elle est encore plus en 2024. D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi défendre la proportionnelle, même du côté du Rassemblement national ? Mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'on est exactement dans la situation de la 4e République ? Vous savez, la 4e République était évidemment un régime où l'instabilité chronique ministérielle était la règle, en l'occurrence. Mais il y avait quand même une petite différence fondamentale, c'est qu'il y avait des majorités parlementaires qui étaient très claires, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Il y avait des instabilités à l'intérieur de la coalition. Là, si vous voulez, on se retrouve dans une situation un peu différente de la 4e République, parce que la vérité, c'est que vous avez aujourd'hui à peu près 320 ou 330 parlementaires à l'Assemblée nationale qui, à tout moment, peuvent voter une motion de censure. C'est-à-dire qu'on est véritablement avec le premier gouvernement pleinement minoritaire, si je puis dire, de la 5e République, ce qui constitue en effet une situation tout à fait inédite. Donc c'est un peu différent quand même de la 4e République. Alors ce qu'il y a par contre en effet d'assez, et on le vit d'ailleurs dans le moment, dans cette discussion sur les retraites, c'est très intéressant de voir que oui, il y a aujourd'hui en plus une instabilité potentielle à l'intérieur de la coalition gouvernementale à cause de cette question des retraites. Parce que on voit bien que à partir du moment où Bayrou donne des gages à la gauche, notamment sur la question de la suspension, ça a été d'ailleurs très bien dit dans l'édito de Guillaume Tabar ce matin, je crois dans le Figaro en l'occurrence, il déstabilise aussi d'une certaine manière sa coalition, puisque vous voyez bien que du côté des LR, on en a parlé tout à l'heure, il y aura vraisemblablement, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de réserves, voire de critiques, et même à l'intérieur de sa coalition. Donc là, par contre, vous voyez, quand une coalition commence à devenir instable, là, on rentre dans une situation de la 4e République, mais pire que la 4e République, parce que vous n'avez pas en plus de majorité au sein du Parlement. Ça, voilà. Alors, il y a quand même une chose, c'est que sur le débat de la suspension ou de la suppression ou l'abrogation de la réforme des retraites, il serait plutôt pour le Rassemblement national. Il pourrait y aller comme un seul homme, là. Tout à fait. Ils sont complètement pour. D'ailleurs, en fait, c'est un des rares sujets où il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Tout à fait. Pour abroger la réforme. Ça a échoué 2 fois à cause de grâce à des diverses manœuvres parlementaires, strictement parlementaires, où je crois que pour une première fois, il y a eu une réelle obstruction d'une minorité de gouvernement face à un texte de l'opposition. C'était assez héroïque de leur part. Ils sont tout à fait pour. Au fin de compte, le RN, ils ont l'impression d'être un peu dans une situation où
à chaque fois, ils peuvent gagner. Ouais. Soit il y a une suspension, ils vont pouvoir revendiquer aussi d'avoir participé à une pression politique, parce qu'ils sont d'accord avec ça. Donc ils vont aussi retirer aussi leur pression sur leur éventuel vote sur une motion de censure. Si il y a un réel accord entre le PS et le gouvernement, ils vont y aller sur le parti unique, qui va de la droite jusqu'à la gauche, le fameux l'UMPS, qui était très cher à Marine Le Pen avant de 2012 à 2017. Donc, ils ont l'impression d'être gagnants sur tous les côtés. La grande question aussi sur le RN, et là, je pense qu'on a moins de réponses qu'au moment de Barnier, c'est est-ce qu'ils sont prêts à vraiment refaire tomber un autre gouvernement Surtout qu'il y a il y a une date importante. la date du 31 mars Il y a une prochain. date encore plus importante pour Et Marine la Le date Pen. du jugement C'est le jour où elle de Madame saura Le Pen. si elle est condamnée, elle sera condamnée, vu Ouais. le dossier, etc. Mais s'il y a mais s'il y a une exécution provisoire qui entraîne donc son empêchement pour de futures élections législatives et potentiellement pour une prochaine présidentielle, ou si ça sera seulement suspensif, donc là au cas où elle fera appel et la sentence sera suspensive. Donc, et le problème du RN en ce moment, c'est que la chef, elle, est occupée réellement à des sujets très très intimes et pas très C'est ça. personnels, Ouais. et personne n'ose la déranger, Bien sûr. c'est la grande chef. Bien sûr. Alors, face à cette situation, il y a la droite aussi, dont on parle pas beaucoup, mais on devrait en parler davantage. Et la droite, elle est incarnée aujourd'hui par deux personnes, principalement. Alors, je suis un peu méchant, hein, un peu restrictif, parce qu'il y a aussi Gérard Larcher qui s'est exprimé, d'ailleurs, dans la presse ce week-end, mais surtout par Laurent Wauquiez, donc, qui est le président du groupe à l'Assemblée nationale, et par Bruno Retailleau, qui lui fait beaucoup parler de lui, et qui est le ministre de l'Intérieur. Alors d'abord, Bruno Retailleau, Arnaud, est-ce qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait avec l'influenceur algérien, jeudi dernier, en le renvoyant dans son pays, en sachant pertinemment que son pays, probablement, pas pertinemment, mais probablement le refoulerait? Il y a trois sujets, si vous me permettez. Le premier sujet, Tant c'est pis. vis-à-vis de l'opinion. En l'occurrence, vis-à-vis de l'opinion, il a eu certainement raison. On peut considérer que la mesure qu'il a fait prendre par son préfet est une mesure qui est validée vraisemblablement par 90% de nos compatriotes. Donc de ce point de vue-là, politiquement, c'est un coup qui, pour lui permet d'asseoir d'ailleurs son image d'autorité et de fermeté, notamment dans l'électorat de droite, mais au-delà de l'électorat de droite, une grande partie de l'électorat qui souhaite aujourd'hui un rétablissement de l'autorité et de la fermeté. Donc de ce point de vue-là, il a eu raison. Deuxièmement, dans la relation avec les Algériens au regard de ce que l'on sait depuis maintenant quelques jours, voire depuis quelques semaines, j'allais dire du registre algérien vis-à-vis de la France, il a eu vraisemblablement raison, en l'occurrence, de mettre quelque part une sorte de ligne qui soit une ligne rouge, en tout cas, ça n'a pas été considéré manifestement comme cela par les Algériens. Après, le troisième point, sur le dossier dont vous avez parlé en début d'émission, sur la question de Boualem Sansal, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, une véritable inquiétude, c'est-à-dire qu'on connaît les conditions d'incarcération de Boualem Sansal dans un hôpital, en l'occurrence. Ce qui inquiète évidemment ceux qui le soutiennent, c'est que il soit devenu l'otage, encore plus, des relations franco-algériennes et de la dégradation de ces relations franco-algériennes. Mais d'aucuns considèrent, non sans raison vraisemblablement, que finalement aujourd'hui, il faut aussi imposer un rapport de force pour peut-être arriver, je veux dire, à une solution plus rapide que celle que les Algériens laissent préjuger, en tout cas pour Boualem Sansal, c'est-à-dire un procès qui pourrait prendre des mois, voire des années. Alors, au-delà de ça, Bruno Retailleau, c'est vrai, occupe le terrain, mais en agissant. Enfin, c'est pas uniquement de la communication. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, il était au Havre avec l'ancien Premier ministre pour s'occuper du narcotrafic. C'est lui, aujourd'hui, qui incarne cette droite républicaine à l'offensive ? En tout cas, c'est incontestablement la révélation des deux derniers gouvernements, puisqu'il est entré dans le gouvernement Barnier. Et il a, de ce fait-là, fait un saut de popularité très rarement vu dans l'histoire gouvernementale, dans l'histoire politique. Lui qui était dans les profondeurs du classement, plus pour des raisons d'absence de notoriété d'ailleurs. Hein. Oui. Il était peu connu, bien qu'il soit patron du groupe au Sénat, pour le grand public, il était peu connu.
il a fait une percée spectaculaire. Maintenant, il est dans le top 3, top 4 des personnalités les plus populaires de France, avec Édouard Philippe, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je pense que ce qui se passe autour de Retailleau souligne deux choses. Le premier, on posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on est venu sur la 4e? Ce qui montre qu'on est toujours sur la 5e République, c'est que pour les Français, là où ça se passe, ça reste au gouvernement. Ouais. Voilà. On peut être président de groupe, on peut être chef de parti, etc. Ceux qui écoutent, ceux dont la parole imprime dans l'opinion, c'est ceux qui tiennent les manettes, donc les ministres, indépendamment même de la question des résultats, indépendamment même des questions de majorité pour mettre en œuvre ce qu'ils veulent. Mais voilà, un ministre est supposé avoir une parole qui porte, qui soit entendue. C'est le cas de Bruno Retailleau. Et ensuite, la seconde leçon, c'est que une parole forte et claire est entendue par l'opinion. Et là encore, ça va un peu à rebours d'un lieu commun. Vous allez dire, voilà, pour être accepté, pour être entendu, pour être majoritaire dans l'opinion, il faut avoir une position centrale, je n'ose pas dire centriste, une position modérée, voilà. Si on est trop clivant, on se met en dehors du jeu. Bah, la réalité, c'est que les personnalités qui aujourd'hui impriment vraiment dans l'opinion, ce sont au contraire des personnalités qui ont des paroles, certains vont dire clivantes, d'autres vont dire affirmées, tranchées. C'est-à-dire Mélenchon, Retailleau, Marine Le Pen, etc. Bon. Dans le cas de Bruno Retailleau, s'ajoute aussi le fait que là où d'autres figures à droite ont eu des discours peut-être plus évolutifs, plus variables, etc., lui, on lui reconnaît une constance dans ce qu'il dit. Bon, ouais. Y compris la part de ceux qui disent « Ah, ben c'est pas tout à fait ma droite, etc. » Bon, mais au moins, on lui reconnaît cette constance. Et qui dit constance, dit sincérité. Hein, donc, parole forte, plus perçue comme étant sincère. Je pense que c'est un bon combo, comme on dit, et que ça a joué. Alors, maintenant, le défi pour Bruno Retailleau, c'est que en 3 mois, il a réussi à se faire entendre, il a réussi à dire des choses et des paroles qui, on dit souvent une parole performative, c'est-à-dire qui produit un effet. Mais maintenant, comme tous, comme ses prédécesseurs, comme Nicolas Sarkozy en son temps lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur, il va être attendu sur des résultats concrets. Et de ce point de vue-là, la question algérienne est intéressante parce que l'opinion, je pense, inconsciemment lui donne raison. Lui donne raison de parler fort, lui donne raison de s'insurger de l'attitude d'Alger. Mais passé le coup de gueule, il faudra qu'il obtienne les moyens de dire ça ne se reproduira plus et le prochain que j'expulserai, il ne sera pas renvoyé. Et Dieu sait s'il y en a. Des influenceurs. Paul, il dérange par son... Alors est-ce qu'il dérange le Rassemblement national? Pour la petite histoire, une des raisons pour laquelle Jordan Bardella s'était rangé du côté de la censure, c'était pour faire tomber Bruno Retailleau. Ah. Avec le résultat qu'on connaît, puisque Bruno Retailleau est toujours là. Marine Le Pen et Jordan Bardella analysent ce que fait Bruno Retailleau et n'écoutent pas Laurent Wauquiez. Ah. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre les deux personnages, il y a deux ambitions affichées qui sont différentes. Oui. Il y en a un, Laurent Wauquiez, qui veut être candidat pour 2017. À la présidentielle. À la présidentielle, à la future présidentielle, parce que peut-être qu'elle arrivera avant. Ouais. Et Bruno Retailleau, qui lui, veut être pour l'instant ministre de l'Intérieur, il ne dit pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui n'hésite pas à aller sur le front et l'autre qui continue de manœuvrer. C'est en tout cas l'analyse que j'en fais. Et je constate que celui qui va sur le front, eh ben, il récolte des fruits de son politique. Et l'autre, eh ben, il est beaucoup moins entendu. Bien en sûr. Plus, il parfois varie en plus dans ses décisions stratégiques de participation, non-participation, accompagnement, non-accompagnement de coalition gouvernementale. En tout cas, ce qu'on voit bien, alors que Laurent Wauquiez, on lui avait proposé en plus un poste à Bercy plusieurs fois, qu'il a refusé. Il aurait bien aimé avoir l'intérieur, si on croit le Figaro, et mes collègues. Il faut être, comme dit Guillaume, en première ligne pour que les électeurs vous écoutent. Et à ce moment-là, il y a un chemin qui commence à se tracer. Voilà ce qui se passe. C'est un peu la même chose pour d'autres figures qui ont perdu un peu leur plume, comme Gabriel Attal. Bien sûr. On va en parler. Et mine de rien, j'ai envie de dire que la droite aussi est animée d'un esprit un peu bonapartiste. Il faut un chef. Il faut un chef. Et le chef, c'est celui qui prend le drapeau, qui va au-devant des difficultés. Voilà ce qui se passe. Donc la nature a horreur du vide, et Bruno Retailleau a compris qu'il y avait eu un vide. Alors justement, Marie, ce que j'ai entendu dire, mais sans doute vous pouvez le confirmer ou l'infirmer, c'est que Bruno Retailleau, si jamais il y a la suspension de la réforme des retraites,
On sent que Laurent Wauquiez dit bon, il faut qu'on se retire du gouvernement. Mais lui, ça ne fait pas les affaires de Bruno Retailleau, parce que précisément, il n'a pas intérêt à se retirer du gouvernement. Oui, alors effectivement, on l'entend dire. Vous avez raison, Yves. Non, et effectivement, il comble un vide, comme disait Paul, mais il est aussi dans une situation un tout petit peu inconfortable par rapport à ce qui se passe sur ces histoires de retraite et de budget. Bruno Retailleau, c'est qu'il est membre du gouvernement et qu'il ne peut pas faire entendre une voix un peu forte et un peu claire sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il est quand même de la droite classique. Ce qui est en train de se passer, c'est quand même pas sa tasse de thé. La droite, elle est partisane de faire des économies. Puisqu'on parlait budget tout à l'heure, le nouveau ministre de l'économie et des finances, Lombard, il a dit qu'il fallait quand même trouver 50 milliards. On n'a pas la moindre idée de là où ils vont aller les trouver, les chercher. Donc il est un peu... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Wauquiez qui dit « je ne voterai pas un budget avec des hausses d'impôts ». Ce que Bruno Retailleau pense certainement, mais qu'il ne peut pas dire. Donc il est aussi sur ces sujets-là, en tout cas, puisque ceux qui sont à sa charge sont plus faciles pour lui à aborder. Sur ces sujets-là, il est un petit peu mal à l'aise. C'est la même droite, les deux intéressés, là? Vous savez, il y a 50 nuances de droite, selon qu'on prenne les thématiques. Si on est sur le terrain économique, il y en a qui sont plus libéraux, d'autres plus étatistes. Bruno Retailleau est clairement sur une ligne libérale et réformatrice. Laurent Wauquiez a beaucoup évolué. Il a eu des phases libérales, il y a eu des phases plus étatistes. Après, il y a la question européenne. Oui. Bon. Bruno Retailleau, historiquement, vient de la mouvance souverainiste. C'est un proche de Philippe de Villiers. Je crois qu'il a voté non au traité de Maastricht. Wauquiez, historiquement, est plus sur une ligne européenne, puisqu'il avait été dauphin. Ministre, lui, des Affaires européennes. Tout à fait, oui. Et il avait été dauphin de Jacques Barrot, figure européenne s'il en est, mais ensuite, il avait évolué, même il avait avancé sur son souverainisme. Donc ce critère-là est un peu plus confus. Sur les questions culturelles, identitaires, sociétales, etc., eux sont plutôt dans une approche assez voisine, qu'on va qualifier de classique ou de conservatrice, de manière plus assumée sans doute chez Bruno Retailleau. Voilà, mais après... Une fois encore, si on prend tout le spectre de la droite, d'abord, le spectre idéologique de la droite ne se réduit pas au parti LR. Oui, aujourd'hui, on peut considérer qu'un Gérald Darmanin est une figure de droite. Or, il a quitté LR en 2017. Sébastien Lecornu. Voilà, Sébastien Lecornu. Édouard Philippe aussi, c'est une fois qui aujourd'hui même essaye de se rapprocher de la droite. Inversement, des gens qui sont partis plus à droite, comme Éric Ciotti, c'est aussi une forme de droite libérale et assez identitaire. Donc on voit bien qu'il y a toute une nébuleuse idéologique qui est assez vaste et qui ne se confond pas non plus avec les identités partisanes du moment, ce qui rend tout un peu compliqué et ce qui rend aussi possible toutes sortes d'alliances ou de rapprochements futurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs, Arnaud Benedetti, parce que si on regarde bien l'homme ou la femme qui pourrait succéder à Emmanuel Macron dans l'axe central, la plupart d'entre eux, ils viennent effectivement de cette droite classique. Si on pense à Darmanin, à Lecornu, à Édouard Philippe, d'une certaine façon, parce qu'il a disparu, mais bon, il pourrait revenir, Bruno Le Maire, et aujourd'hui Retailleau, et aujourd'hui Wauquiez, enfin c'est assez étonnant. Ça. Oui, c'est le paradoxe, si vous voulez, un peu du moment politique que l'on est en train de vivre, c'est-à-dire que nous avons une droite qui est très forte, finalement, à la fois très forte dans l'opinion, très forte dans les personnalités susceptibles potentiellement de l'incarner, mais la difficulté, et vous l'avez très bien dit, c'est que cette droite, aujourd'hui, elle est multiforme, d'une certaine manière. Vous la retrouvez un peu, je veux dire, dans différentes, offres partisanes, en l'occurrence à la fois du côté de chez les macronistes, du côté d'Édouard Philippe, on n'a pas parlé de David Lisnard également, qui fait partie de ces figures politiques de droite et qui peuvent aussi prétendre jouer un rôle. Après, leur difficulté, c'est qu'elles sont fortes, d'une certaine manière, dans le débat public, dans le débat politique. Après, c'est leur capacité finalement à pouvoir accrocher l'électorat et accrocher l'opinion. Et le problème de ces droites-là, c'est qu'aujourd'hui, elles sont concurrencées par une droite qui est sur leur droite, qui est le Rassemblement national, qui a préempté toute une sociologie à la fois des classes populaires, ça a été largement documenté, mais aussi d'une partie des classes moyennes. Aujourd'hui, vous avez quasiment 70% ou 80% de l'ancien RPR qui votent pour le Rassemblement national. Vous avez eu une sorte de transfert de vote aussi qui s'est fait.
Donc il faut aussi que ces droites soient capables d'être en mesure de pouvoir à nouveau parler à cet électorat et de le ramener vers eux. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, Bruno Retailleau peut aujourd'hui être considéré comme un concurrent pour le Rassemblement national, même si son expérience gouvernementale, si elle est plutôt bien réussie dans l'entame, reste difficile sur la distance, parce qu'après, il faut qu'il ait les moyens de sa politique. Alors, il y en a un autre qui se pose probablement la question aussi de son parcours à venir et des discours qu'il doit tenir, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal qui était Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui n'est pas resté très longtemps, puisqu'il est resté 6 mois, si ma mémoire est bonne, et on va l'écouter. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai eu une chance immense, celle de servir mon pays au gouvernement, en tant que ministre de l'Éducation nationale, puis Premier ministre. Moi, ce que j'aime, c'est agir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux continuer à agir pour mon pays depuis l'Assemblée nationale, agir pour mon pays aussi à travers d'autres formes. C'est intéressant, hein, Paul Le Bachet, ce que je veux faire. Mais il est député, président du groupe depuis quelques mois maintenant. C'est compliqué pour lui. Hein. C'est un peu compliqué. On a l'impression un peu qu'il y a eu dans l'année 2024 deux parties. Une partie où un certain jeunisme était assez fringant et assez en vogue. Il y avait lui et Jordan Bardella. C'était aussi le moment des élections européennes. D'ailleurs, il y a eu des débats télévisés. D'ailleurs, il y a eu un débat télévisé entre eux. Où moi je considère que Attal a été meilleur que Bardella, mais l'opinion, on a décidé autrement. Le contraire, oui. Le contraire. On a constaté, en tout cas, deuxième partie 2024 et peut-être début 2025, que finalement, le jeunisme avait un peu perdu de sa vigueur et de sa force, de son attrait politique. Bardella est beaucoup moins présent en ce moment, et Gabriel Attal passe un moment assez difficile, parce que je pense qu'en plus, pour lui, il avait été choisi par Emmanuel Macron comme étant un peu une extension de lui-même, de Macron, une incarnation du macronisme à l'état pur. Oui. Sauf que Gabriel Attal, lui, il a une autre ambition à un moment donné. Oui. Et donc se défaire de cet héritage-là, sachant qu'en plus les relations entre les deux hommes sont très compliquées, aujourd'hui, c'est encore, Gabriel Attal va avoir de longs mois difficiles devant lui pour essayer de se construire une image politique assez précise. D'accord avec ça, Guillaume ? Oui, totalement. Et Gabriel Attal vit pour l'espace macroniste ce que Laurent Wauquiez vit actuellement à droite, à savoir, on a beau être président du groupe, c'est pas là que ça compte. Ouais. Et le paradoxe, c'est qu'après cette fameuse dissolution et surtout ce résultat improbable des législatives sans majorité, beaucoup de gens pensaient, et d'ailleurs Attal l'avait même théorisé en disant maintenant, avec une assemblée morcelée, c'est au Parlement que les choses vont se jouer. Et Gabriel Attal avait même eu cette formule, il avait dit désormais, le Parlement décide, le gouvernement exécute. Et donc il dit, je suis mieux finalement comme président de groupe, je vais compter davantage que comme ministre, voire comme Premier ministre. La réalité a montré que ça n'était pas le cas. Et ce qui lui arrive aussi, et montre bien qu'en politique, les situations sont fragiles, éphémères, changeantes, etc. C'est que, souvenez-vous, il était nommé Premier ministre il y a un an quasiment jour pour jour, c'était le 9 janvier. Et à l'époque, et Paul le rappelait, c'était la coqueluche, il était devenu l'homme politique préféré des Français, à égalité avec Édouard Philippe, auréolé de son audace au ministère de l'Éducation, débarquant à Matignon tambour battant, dès le lendemain de son arrivée, il partait déjà dans le Nord, il y avait des inondations dans le Pas-de-Calais, il était sur place. Le surlendemain, il était auprès des agriculteurs dans le sud-ouest, juché sur une botte de foin pour dire ça y est, je vous apporte les solutions, les subventions, etc. Et tout le monde disait, le prochain candidat à la présidentielle, c'est lui. C'était évident. Et il y avait déjà des sondages qui montraient qu'il pouvait être crédité de scores flatteurs. La suite a montré que ça n'était pas aussi automatique que ça. Et puis, comme toujours en politique, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un responsable politique incarne ? Et c'est vrai que Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. Il était au cabinet de Marisol Touraine, il était adhérent au PS. Voilà, donc avec une stratégie très progressiste sur les questions sociétales, etc. Donc il était clairement de ce camp-là. Au gouvernement, déjà au budget, et plus encore bien sûr à l'éducation, il s'est mis à adopter un discours, pour être bref, de droite. Parlant d'autorité, parlant de mérite, parlant d'efforts, parlant d'ordre, de réformes effectivement économiques, de mettre fin à l'assistanat, etc. Avec une certaine force de conviction qui lui était reconnue.
Et puis est arrivée la dissolution, et s'effritait aussi fortement avec la gauche, notamment la gauche mélenchoniste, Bien sûr. à cause de ce fait-là. Et puis est arrivée la dissolution, bon, et là il est devenu le chantre de ce qu'on appelle le fameux Front républicain, allant jusqu'à légitimer le bulletin LFI, bon, de la part de celui qui en avait été à la fois l'opposant principal et celui qui avait été le plus victime des attaques de LFI. Donc son image s'est un peu brouillée. Et puis, finalement, comme le disait Paul, l'héritier de Macron, qui devient la bête noire de Macron, parce que les deux hommes ont fini par ne plus se supporter l'un l'autre. Vous voyez, donc, en termes d'image, tout s'est brouillé. Et on voit bien que Gabriel Attal a du mal aujourd'hui à reconstruire quelque chose. Il a pris le parti. Logiquement, quand on prend un parti, en plus le parti dominant au pouvoir, c'est qu'on le veuille ou non, Renaissance reste le parti le plus important de la coalition au pouvoir. Oui. C'est en soi un événement, prendre la tête du parti. C'est passé totalement inaperçu. Vous me direz que le Congrès ou le Conseil national où il est devenu président, il s'est passé 2 petits événements mineurs. 1, la réouverture de Notre-Dame, 2, la chute de Bachar al-Assad. Ouais, évidemment, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais quand même, ça montre quand même que la capacité à donner le ton est en partie réduite. Et on voit bien qu'en ce moment, Gabriel Attal court après le temps médiatique et le temps politique. Alors Arnaud Benedetti, pour se présenter à la présidentielle, il faut dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie? Manifestement, en tout cas, c'est la position de Gabriel Attal. Mais c'est vrai que Édouard Philippe, le groupe Horizon, on l'a oublié, avait présenté une proposition de loi demandant l'abrogation de cet accord lors d'une niche parlementaire il y a quelques mois avant la dissolution. Donc de ce point de vue-là, il y a une cohérence du côté d'Édouard Philippe. Alors que Gabriel Attal était à ce moment-là Premier ministre et que sa majorité, notamment les députés Renaissance, ne s'étaient pas associés, en tout cas pour la plupart, à Horizon. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qui est intéressant avec cette question algérienne, c'est qu'elle redistribue en partie les cartes politiques aujourd'hui, on le voit, et où on a un changement de ton d'une grande partie de la classe politique vis-à-vis de l'Algérie, comme si c'était un marqueur aujourd'hui pour affirmer une forme de fermeté et là aussi d'autorité. Mais pour en revenir plus spécifiquement à Gabriel Attal, on voit bien que finalement, c'est l'un des grands perdants de cette dissolution pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y perd son poste de Premier ministre. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question pourquoi, il ne faut pas refaire l'histoire, pourquoi finalement Emmanuel Macron a décidé de changer de Premier ministre en janvier l'année dernière, alors qu'il aurait pu très bien aller jusqu'au bout avec Madame Borne jusqu'aux élections européennes. Et à ce moment-là, changer de Premier ministre qui aurait certainement changé l'histoire, en tout cas de son quinquennat, mais on ne refait pas l'histoire en l'occurrence. Mais surtout, en effet, c'est qu'il brouille considérablement son image parce qu'il est considéré comme celui qui, d'une certaine manière, est l'instigateur de ce que l'on a appelé l'arc républicain, le front républicain, durant l'entre-deux-tours des élections législatives, bien plus que Emmanuel Macron, qui, d'une certaine manière, a validé cette stratégie, mais qui l'a validée un peu forcé et contraint, parce que c'était peut-être pas son idée, d'ailleurs, initiale, en l'occurrence. Il aurait peut-être été plus dans l'idée de laisser faire le cours des choses. Ça n'a pas été le cas. Et en effet, lorsque vous appelez à voter, y compris pour des candidats de la France insoumise, alors que vous avez essayé de trianguler à droite, vous avez un problème de sincérité et un problème de crédibilité qui inévitablement se pose. Et je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'il prend cette position vis-à-vis de l'accord franco-algérien, il la prend peut-être pas tant vis-à-vis de la question algérienne que vis-à-vis de son positionnement par rapport au président de la République aussi. Et donc, on voit bien qu'il est en train d'essayer de se chercher dans la séquence, comme on dit, que nous traversons, et que c'est j'allais dire, un acteur politique qui essaye d'exister dans un champ de contraintes qui est considérable. Et quand il dit « c'est au Parlement que ça se fait », il n'a pas tort. Sauf que ça se fait au Parlement avec qui ? Pas finalement avec ce qu'on appelle le bloc central. Ça se fait, on le voit sur la discussion sur les retraites, avec les oppositions. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une tradition dans cette émission, c'est qu'on passe par les coups de cœur et les coups de griffe. Marie, vous ouvrez le feu ? Alors, avec coup de griffe plutôt, en commençant. Oui, coup de griffe. Oui, alors, il y a un petit truc qui m'agace dans la politique en ce moment, c'est l'expression « tout est sur la table ». Tous les scénarios sont sur la table, tout est sur la table. Les tables sont longues. Alors, dans le genre non-décision en politique, la réponse c'est
tout est sur la table. Alors certes, on est dans une période de tractation, c'est compliqué, le Premier ministre n'a pas encore fait son discours de politique générale, il faut discuter avec tous les partis, mais dans le genre, tout est sur la table. Je pense qu'un politique, s'il ne veut pas prendre de décision, tout est sur la table. C'est un peu la philosophie d'Henri Queuille et c'est un peu la philosophie de notre d'un Premier homme ministre. politique qu'on attend avoir une colonne vertébrale, on peut avoir autre chose comme élément de langage que tout est sur la table. On peut, même si c'est en off avec nous les journalistes et les communicants, exprimer une préférence, mais dire que tout est ouvert, ça c'est l'autre expression. Voilà. On n'exclut rien. On n'exclut rien. Donc là, on est dans une grande période d'on n'exclut rien et de tout est sur la table. Et je vous avoue que depuis quelques semaines, c'est un poil agaçant. C'est assez inclusif, non? Bon, en tout cas, c'est un petit coup de, c'est un petit coup de griffe. Pardon. Elle en fait tomber son portable. J'en fais tomber mon téléphone. Ça vibre, ils sont pas contents. Voilà. Non, mais c'est vrai que s'entendre répondre en permanence, tout est sur la table. C'est pas de la politique de fond. Voilà. Exactement, oui, bien sûr, c'est le non-choix. Voilà, le non-choix en politique. Et le coup de cœur, alors. Et le coup de cœur, il est pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a révélé, hier ou avant-hier, il y a quelques heures, avoir eu un cancer du sein, s'être fait traiter pour avoir eu un cancer du sein. Et outre que c'est toujours courageux, pas facile de se dévoiler sur ce genre d'affaires très personnelles, c'est une ode à la prévention qu'elle en a profité pour faire auprès des femmes, puisqu'elle parle de ce cancer du sein, et donc sujet qui évidemment pour toutes les femmes est important. Vous aviez la gentillesse, Yves, de rappeler que nous faisions des Big Bang de la santé. Il se trouve que la prévention pour les femmes était une des thématiques d'une journée du Big Bang de la santé que nous avons tenue ici dans ce studio au mois de décembre. Il y a un formidable dossier sur le Figaro.fr et j'invite tout le monde à aller y jeter un coup d'œil. Yaël Braun-Pivet nous redonne cette occasion. Exactement. Vous avez bien raison. Voilà. Je vous encourage à le faire, effectivement. Pourquoi Yaël Braun-Pivet, j'en profite pour rebondir, s'est prononcée plutôt pour la suspension de la réforme des retraites? Elle est dans le camp central, là, elle est... Elle a toujours incarné l'aile gauche oui, mais de la majorité. Ils sont nombreux comme ça? Ils sont nombreux. Je pense qu'ils sont quand même minoritaires au sein de Renaissance, mais déjà, lors des discussions de la réforme Borne, elle était du côté de ceux qui réclamaient beaucoup plus de négociations et d'aménagement. Bien sûr. Paul? Justement, en parlant de la réforme des retraites, son abrogation ou sa suspension, moi, c'est le mot suspension qui m'interroge. C'est mon coup de griffe, parce que je pense que personne, et pas même François Bayrou, que je mets au défi, de nous expliquer ce que ça veut dire de suspendre cette réforme. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il y a des gens qui devaient partir à la retraite n'y partent pas, et ceux qui étaient partis reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vrai et donc je pense que l'expression même est en fait est un peu une insulte envers les électeurs. Bien sûr, c'est vrai. Et que ça peut se retourner aussi contre le gouvernement, contre François Bayrou et son gouvernement. C'est un peu prendre des gens pour et on le paye toujours. Les gens sont en train de calculer la date de leur départ. Certains sont même déjà concernés par la réforme des retraites. Il y a déjà des processus qui sont mis en place dans des boîtes. Évidemment. C'est quelque chose de long, lourd, et c'est quand même un changement de vie important pour chaque Français qui en va. Et je trouve ça indécent d'utiliser une expression qu'on ne peut pas expliquer de A à Z. Là, c'est les personnes qui sont nées en 1963, là, en ce moment, qui sont concernées, je crois. Et mon petit coup de cœur... Il y en a beaucoup autour de la table. Mon coup de cœur, c'est justement la visite de Bruno Retailleau au Havre ce week-end, sur le sujet majeur du narcotrafic, qui a été trop longtemps pour moi un peu mis de côté dans la lutte, parce que c'est quand même un fléau moderne, extrêmement moderne, bien sûr, qui touche toutes les classes de la population, donc la consommation de trafic, consommation de drogue, qui est massif, parce que c'est plusieurs milliards d'euros ou de dollars, et il est enfin temps que le pouvoir public se mette à lutter contre ce fléau-là. Et mine de rien, Bruno Retailleau était un des premiers à le faire aussi. C'est vrai. Et je crois que ça fait assez l'unanimité d'ailleurs, de ce point de vue, parce que ça concerne évidemment pas uniquement les grandes cités, y compris les campagnes, y compris et les maires sont en première ligne très souvent face à cette délinquance-là. Arnaud. Alors peut-être le coup de griffe, et puis je terminerai par le coup de cœur, il vaut mieux toujours terminer par une note positive. Le coup de griffe, c'est tous ces débats qui tournent aujourd'hui autour de la régulation des réseaux sociaux et notamment de X. Vous voyez bien qu'il y a une petite musique qui ne cesse de monter, à la fois pour non seulement modérer toujours plus, mais surtout éventuellement pour interdire même, censurer X. Et j'ai écouté une émission hier
sur une chaîne concurrente de la vôtre, où on avait la secrétaire d'État au numérique qui s'exprimait sur ce sujet et qui a eu une formulation qui, à mon sens, dit tout psychanalytiquement de Elle cette apparaît sur volonté de l'écran, modération. ouais. Nous voulons des outils pour assurer que les opinions qui seraient des fausses opinions peuvent être sorties de la plateforme. C'est extraordinaire comme phrase. Tout est dit dans cette phrase. Finalement, je veux dire, les opinions, bon, elles existent. Mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre. Je veux dire, en l'occurrence, c'est une réalité du débat public. Il faut la savoir et il faut l'accepter. Et en fait, manifestement, on voit ce dont elle voulait parler. Elle voulait parler des informations. Mais finalement, en utilisant ce terme d'opinion, elle dit quelque chose de l'inconscient qui anime en fait un certain nombre de pourfendeurs aujourd'hui du réseau, et c'est le réseau X bien évidemment qui est visé en raison des prises de position de son propriétaire, Monsieur Musk. Donc je trouve que là, il y a un débat qui est inquiétant d'ailleurs, parce que beaucoup de ces gens se considèrent comme des libéraux, mais ce ne sont pas des libéraux en l'occurrence. Le libéralisme, je rappelle, c'est d'abord la pluralité et le respect des opinions qui sont des opinions contraires. Le jour où il n'y a plus de pluralité d'opinion, il n'y a plus de démocratie libérale, il faut le rappeler. Donc je crois qu'il y a aussi chez ceux qui se réclament du libéralisme, l'oubli de ce que sont les principes fondamentaux du libéralisme. Je les invite à relire les grands auteurs du libéralisme. Le coup de cœur, écoutez, le coup de cœur, il est pour Boualem Sansal en l'occurrence, qui évidemment est aujourd'hui incarcéré en Algérie, et dont on souhaite tous le retour. Le 21 à la mairie du 17e et le 16 à l'Institut du monde arabe. Allez-y nombreux. Je ne suis pas censeur, Guillaume, mais vous avez 1 minute 30. Oh là là. Alors, 30 secondes pour le coup de griffe, 30 secondes pour le coup de cœur. Mon coup de griffe, c'est pour la poignée d'énergumènes qui a sablé le champagne et qui a fait la fête pour la mort de Jean-Marie Le Pen, mais qui là aussi, je pense, révélateur d'une forme d'inconscient, de gens qui ont considéré que par définition, Le Pen étant le mal et le mal absolu, tout ce qui était contre Le Pen était légitime, était autorisé, y compris se réjouir de la mort d'un homme. Le coup de cœur, je vais même prendre moins que les... Non, mais allez-y. Le coup de cœur, c'est pour un livre qui va paraître cette semaine, qui va paraître jeudi, qui est une biographie de Charles Pasqua, écrite par un garçon qui s'appelle Pierre Mananti, qui est un passionné de politique et qui avait écrit il y a quelques années une somme sur le gaullisme social. Oui. C'est absolument passionnant. Et plus récemment encore, il avait fait une biographie d'Albin Chalandon. Ah oui. Et là, il s'est attelé à la figure de Charles Pasqua, figure ô combien riche, ô combien complexe, et qui a ô combien marqué la droite française dans les années 70-80. Voilà, donc ce livre paraît jeudi, je crois. 70, 80, 90 même, on se souvient sur notamment ses discours sur l'Europe. Merci à vous quatre, merci beaucoup, merci, et évidemment demain c'est une journée qui va être sensible, vous en doutez bien. Nous on va se retrouver lundi soir prochain où je pense qu'il va sans doute être question encore de Monsieur Bayrou, à moins que d'ici là on ait changé de Premier ministre. Enfin bon... Je vous attends lundi, On sera là.